allez assister au premier épisode d'une émission sur la chaîne YouTube, présentée sur ma page Facebook, sur mon blog et mon site, qui va organiser des dialogues avec des personnages pas vus à la télé, c'est-à-dire dont le message essentiel n'a jamais été mis réellement en discussion et à la connaissance du public. Ce n'est pas une interview, je ne suis pas intervieweur, interviewer c'est un métier. Les seules personnes de métier qu'il y a ici, c'est ceux qui sont derrière la caméra, les lumières et qui ont préparé cette émission. Non, nous sommes dans le cadre d'une rencontre, d'une discussion. Mon but étant de montrer des personnes en chair et en os, telles qu'elles sont, devant la difficulté de faire l'histoire, et au moment de la faire. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui Zoé Constantopoulou, qui a été la présidente de l'Assemblée nationale grecque au moment extraordinaire où l'on a pensé que la Grèce allait changer l'histoire de l'Europe et l'histoire du monde. C'est un personnage central de cet épisode. Et assez curieusement, les médias français, même lorsqu'elle vient en France, qu'elle participe à des débats publics, alors qu'elle est parfaitement francophone, hein, il n'y a même pas de frais de traducteur à envisager, ne sont jamais venus à sa rencontre. Vous ne l'avez jamais vu sur les grandes chaînes de télévision françaises. C'est une drôle de situation. Alors on va réparer ça. On va parler. Il y aura des moments où nous parlons, c'est surtout elle qui va parler, et puis des moments où des personnes vont lui poser des questions. Pour ça, je lance à chaque épisode de l'émission un appel à questions, et vous pouvez me répondre en vous filmant avec votre téléphone ou votre webcam si vous en avez une, ou celle de la personne que vous aimez et qui en a une, de webcam ou de téléphone, et vous l'envoyez. On ne vous demande pas de faire des merveilles cinématographiques, hein, c'est pas important. Vous verrez dans une des questions, on entend derrière les pleurs d'un bébé, dans l'autre on voit une entrée d'appartement, et voilà, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous soyez là, que vous posiez votre question, et que la personne qui se trouve à mes côtés puisse vous répondre, et qu'ensemble, eh bien, on fasse avancer la compréhension des sujets, et, bon, que comprenant mieux, on devienne meilleur. Voilà, donc bonjour Zoé. Bonjour Jean-Luc. Vous allez voir Zoé un accent magnifique, on devrait l'avoir tous. Pour commencer, on va regarder un petit zapping qui va nous raconter l'ambiance de ces heures terribles où le peuple grec était en train d'entrer dans l'histoire. Vraiment, ces jours-là, on savait que les Grecs vivaient une difficulté terrible, que leur quotidien était terrible, mais on les sentait dans l'action. Et nous, on pensait évidemment qu'on en serait les premiers bénéficiaires. Alors c'est une vidéo qui est un peu dure hein, quand même, mais elle nous permet de penser que la vie des gens n'est jamais un long fleuve tranquille, et que pour faire l'histoire, il faut avoir envie de la faire. En Grèce. La Grèce. La Grèce. La Grèce. Je m'attendais à ce que les choses soient dures avec la crise. Mais pas à ce point-là, je ne l'aurais jamais imaginé. Les gens n'arrivent plus à survivre, c'est ça qu'il faut comprendre. Je suis peintre en bâtiment, où veux-tu que je trouve du travail? Dis-moi où, je suis désespéré. L'austérité tue. Elle tue des êtres humains, elle tue la société, elle tue aussi la démocratie. La Grèce a un nouveau président du Parlement, Zoé Constantopoulou, une avocate de 38 ans issue du parti Syriza. C'est notre responsabilité de mettre fin aux politiques mortelles avant qu'elles tuent l'espoir et les générations futures. Elle devient la plus jeune présidente de l'histoire du Parlement grec et la deuxième femme à occuper ce poste. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος. Ambiance résignée à Athènes après la démission du Premier ministre. Dans son discours, Alexis Tsipras a demandé aux Grecs de le reconduire pour un nouveau mandat. Au final, Alexis Tsipras obtient de l'argent, de quoi tenir 3 ans, oui, mais en échange de réformes très difficiles, qui sont d'ailleurs en contradiction avec le programme économique sur lequel il a été élu. L'impasse n'est pas la seule solution.
25 députés dissidents de Syriza ont annoncé vendredi la constitution au Parlement grec d'un groupe autonome nommé Union populaire. Il y a des alternatives, que ces alternatives ne viennent pas du ciel, c'est les gens qui les construisent. Il y a des beaux moments et des moins beaux dans le combat. Il y a des moments douloureux et puis des moments qui t'inspirent à continuer de te combattre, de revendiquer tout ce qui appartient à un peuple qui a beaucoup souffert. Bon, Zoé, tu es l'ex-présidente du Parlement grec. Ça, nous l'avons vu, nous étions tous fascinés par ta présidence, ta manière de parler, d'être très présente dans le débat public. Et je crois que c'est important que les gens comprennent d'où tu viens. Est-ce que tu as été préparée dans une école pour devenir présidente de l'Assemblée nationale? Est-ce que dans ta famille, il y a déjà plusieurs présidents d'Assemblée nationale ou de députés? Comment tu es arrivée là? Tout d'abord, je suis avocate de formation. J'étais très active quand j'étais étudiante dans le mouvement étudiant pour revendiquer justement ce qui n'a jamais été concrétisé en Grèce, c'est-à-dire une éducation publique et garantie pour tout le monde à haut niveau. J'ai choisi à ne pas m'intégrer à des partis politiques pour longtemps. J'étais plutôt active dans les mouvements sociaux et dans la défense des mouvements sociaux qui étaient criminalisés et pénalisés par une politique de répression et d'atteinte aux droits de l'homme et aux droits de gens. J'ai décidé de faire partie de Syriza et de m'impliquer un peu plus étroitement à la politique, disons, centrale, lorsque le régime de mémorandum a été imposé sur mon pays. C'est un régime antidémocratique, anti-européen. Ayant fait mes études en France ainsi qu'en Grèce, ayant vécu en Grèce, en France, aux Pays-Bas, je me caractériserais comme une Européenne convaincue. Et je suis également convaincue que ce qui se passe en Europe en ce moment n'a rien à faire avec un projet européen. C'est un projet totalitaire, un projet d'autoritarisme extrême qui s'impose sur les peuples. Et mon peuple, le peuple grec, a eu la fortune à être le premier peuple sur lequel cette expérience de mémoranda a été infligée. Donc j'ai décidé que c'était mon devoir de faire tout ce que je pouvais, d'offrir mes connaissances et mes forces pour qu'on se débarrasse de ce régime qui, déjà en fin 2010-2011, a commencé à être exporté à d'autres pays européens comme l'Irlande, puis le Portugal, le Chypre, etc. Oui. Je pense qu'il y a un devoir des gens, un devoir des peuples de participer en ce moment très très dur dans un projet de revendiquer la démocratie, les droits de l'homme, les droits sociaux, la vraie représentation par les institutions, un devoir qui était pour moi, je dirais, la raison de ma participation plus active dans la politique. Bon, écoute, beaucoup de gens ont été frappés quand on a consulté nos amis
il y avait une question qui revenait souvent à ton sujet, c'est l'importance qu'a pu avoir aux yeux des Grecs le fait d'avoir une présidente d'Assemblée nationale qui soit une femme. Si tu permets, je vais te montrer maintenant comment la question t'est posée. Et puis il faut que tu réagis si tu veux bien. Moi je pense que c'est bien qu'une femme qui ait une fonction si importante au sein de ce qui est leur Parlement. Elle ne l'est plus depuis le plan d'austérité qui a été approuvé par la majorité. La question que je me pose, c'est comment le fait qu'une femme soit parvenue à ce niveau de responsabilité a été ressenti par l'opinion grecque et par les femmes en particulier. Très bonne question. Sur le cœur du sujet. Je dirais que dès le début, donc depuis 2012, quand je suis devenue membre du Parlement pour la première fois, je me suis aperçue que les questions d'égalité entre les sexes, les questions de respect des droits des femmes et des hommes étaient des questions toujours ouvertes, beaucoup plus ouvertes que moi je ne le pensais. Oui, c'est pour ça qu'on a pensé que cette question était importante, parce que comme on dit, ça a l'air d'être une question bateau, mais non, pas du tout. Les faits, c'est quand même que les femmes sont assez largement écartées des responsabilités politiques, notamment dans les sociétés méditerranéennes, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire qu'il y a un sexisme et une agression constante, surtout de la part des médias, mais aussi de la part non seulement des adversaires politiques, mais aussi des partenaires politiques. Et il faut aussi savoir que dans la société, le fait d'être représenté par une femme et par des jeunes membres du Parlement, c'était un fait qui a beaucoup résonné. Même si les médias, et même si les adversaires et les partenaires politiques revenaient sur une caricature de femmes qui doit être un peu folle, hystérique, et qui ne devrait pas être prise pour sérieux, les gens quotidiens, les hommes et les femmes étaient très contents du fait que le Parlement était dirigé par une autre personne. Il faut savoir, Jean-Luc, qu'on a en Grèce un taux de chômage chez les jeunes femmes de 72%. C'est vraiment une marginalisation et une impasse incroyable. Et cette marginalisation ne touche pas que les femmes. Cette marginalisation touche leurs familles, leurs parents, leurs amis, leurs proches. Donc, j'ai essayé d'être un porte-parole pour toutes ces femmes, mais aussi pour les jeunes qui sont de plus en plus marginalisés et de plus en plus ignorés. Et je l'ai payé cher, mais je ne le regrette pas. Alors je fais un petit point d'arrêt là-dessus parce que je me suis posé la question de savoir pourquoi, quand tu es venu en France, les grands médias audiovisuels ne sont jamais venus vers toi. Alors tu n'es pas la seule dans ce cas, ils ne s'intéressent pas à grand-chose d'une manière générale quand des responsables politiques viennent de l'étranger, mais toi c'était quand même frappant parce que il y avait un appétit d'information sur la Grèce, la personnalité d'Alexis était frappée, et puis la tienne, et rien. Je me suis dit, peut-être c'est une forme de machisme. Et peut-être que non, peut-être que c'est tout simplement de l'ignorance ou de la stupidité, ça c'est très répandu également. Mais je crois que le machisme joue un rôle. Et ensuite, en France, nous avons été alertés, parce que là tu as dit les choses d'une manière presque euphémisante, hein.
Mais quand tu dis je l'ai payé très cher, quel a été ton rapport, notamment aux médias? Quelle image ils ont renvoyé de toi? Est-ce qu'ils ont exprimé la satisfaction de cette situation? Merci Juliette. Merci. Ça tombe bien. Est-ce qu'ils ont exprimé de la satisfaction? Est-ce que tu as été malgré tout encouragée parce que tu es une femme et qu'ils n'ont pas trop osé t'attaquer? Quel a été l'impact sur la scène publique, à part les gens, comme tu le dis, qui sont souvent bien plus bienveillants que les gens qui parlent en leur nom? Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la scène publique? Est-ce que tu as été acclamée d'être là? Je dirais que j'ai été probablement la personne publique la plus attaquée par les médias d'une manière vraiment très très évidente et très persistante. Ce qu'il faut savoir, je ne suis pas experte sur les médias français, mais je te parlerai des médias grecs. Les médias grecs sont les porte-parole d'une classe corrompue, d'un cercle très très étroit en Grèce qui jouit d'une préférence scandaleuse et je dirais, des faveurs répétitives de la part du pouvoir. Donc les médias m'ont attaqué dès le début parce qu'ils savaient que quand je parlais de transparence dans la vie publique, quand je parlais d'une procédure de justice et de vérité pour le peuple, je parlais aussi de eux, de leurs propriétaires et du rôle qu'ont joué une dizaine de propriétaires des médias en Grèce, aussi dans la propagande des mémoranda. Parce qu'il faut savoir que le peuple grec a été bombardé pendant 5 ans avec une propagande qui disait que la dette publique est soutenable, alors qu'ils savaient que la dette ne l'était pas, que c'était une dette insoutenable et illégitime. Le peuple a été bombardé aussi par une propagande qui disait qu'il faut faire tout ce qu'on peut et payer tout ce qu'on n'a pas et lâcher nos droits et nos libertés pour pour plaire en fait aux créanciers. Donc les médias n'étaient pas du tout contents qu'il y avait une présidente du Parlement qui allait continuer le travail que j'avais fait auparavant sur les questions de justice, de transparence, de vérité, d'ouverture des fichiers qui concernaient des responsabilités pénales de la part des personnes gouvernementales. Je dirais que les médias en Grèce travaillent pour que le peuple ne soit pas informé. Ils travaillent contre le but et le devoir de la presse qui est d'informer les gens. J'imagine que cela n'est pas exclusif à la Grèce. C'est pourquoi je veux vraiment dire que ton initiative de communiquer et de publier tout ce qui n'est pas publié, tout ce qui n'est pas tout ce qui n'a pas passé par la télé est une initiative dans la direction de la démocratie et de la participation des gens. Oui. Là, on a toujours une difficulté énorme parce que toi, moi, d'autres, pratiquement dans tous les pays, nous analysons le rôle des médias comme la deuxième peau du système. Des fois, il n'y a plus de droite. C'est-à-dire, il n'y a plus de parti de droite militant. Des fois, c'est le système. Oui. Exactement, tu as raison. En tout cas, par exemple, dans l'Amérique latine, tous nos amis ont eu à souffrir de ça. Et il y a une constante pour nous, de notre gauche, nous sommes animalisés.
Donc les femmes animalisées en tant qu'êtres essentiellement sexués, les hommes animalisés en tant que bêtes agressives. Bon, comme c'est la même propagande dans tous les pays, on reconnaît les traits. Mais tu sais, moi j'ai eu beaucoup de problèmes ici avec les médias, parce qu'il y a toujours une réaction corporatiste. Ils croient que nous sommes, c'est absurde, ils disent vous êtes contre les journalistes, vous êtes contre les médias. Non, nous sommes contre une manière de pratiquer ce métier. Il y a des milliers de journalistes qui devraient faire autrement. Alors aujourd'hui quand même, il faut que je te dise non, pas du tout. En France, les médias sont indépendants, éthiques, honnêtes, ils traitent les problèmes à fond, et d'ailleurs tout le monde le sait. Voilà pourquoi je suis désolé de devoir te démentir. Non, en France, nous sommes très bien traités, moi en particulier, avec beaucoup de respect et d'intérêt pour ce que je peux dire. Bon, il vaut mieux en sourire, parce que ça fait très mal, hein, Zoé, on va le dire à ceux qui nous écoutent. Beaucoup de gens disent oui, mais c'est normal, tu es attaqué parce que ça veut donc dire que tu poses un problème. Peut-être, mais ça fait mal. Moi, j'ai souvent dit aux camarades, l'acide passe sous l'armure. Comme tous les jours, on te montre un miroir où tu as l'air d'une bête, d'un fou, ou toi d'une folle. Il y a eu des choses horribles dites sur toi, je n'ose pas les dire en ta présence, tellement c'était bestial ce qui s'est fait. Et moi, je voudrais bien que tu me racontes comment toi tu fais avec tes enfants, avec ta famille, comment tu fais pour supporter ça? Parce que ne me dis pas que ça ne te fait rien, je ne te crois pas. Je ne te croirai pas. Si, je te dirais que, étant aussi la fille d'une journaliste, je peux te dire que je peux très très bien discerner ce qui est du journalisme et ce qui est un contrat d'assassinat des personnalités. Donc, n'ayant aucun respect pour ceux qui acceptent de ne pas faire du journalisme, mais d'être vraiment des employés de leurs employeurs, je me débrouille. Ça ne me fait pas trop mal. Je pense que cela, je te dirais, m'aide beaucoup. En Grèce, il y a une réaction énorme contre la propagande médiatique. Il y a une réaction constante des gens. Il y a même un mouvement de gens qui refusent à regarder la télévision et qui ne s'informent que par l'Internet. Et la majorité de la société s'est très très bien aperçue de la propagande. Donc là, il y a une victoire, même s'il y a une procédure douloureuse ou qui te fait te révolter contre tous ces mensonges et toutes ces caricatures qui sont projetées par les médias. Je ne sais pas comment les Français réagissent contre la propagande, mais je dirais que je suis très fière pour les Grecs qui, depuis quelques années, refusent à être manipulés par cette sorte de médias. Et d'ailleurs, une preuve très très forte pour ça, c'était le non durant le référendum. Tu avais, Jean-Luc, tous les médias grecs, non seulement la télévision, mais surtout la télévision, mais tous les médias qui propagandisaient le oui et qui disaient aux gens que c'est la plupart des catégories sociales qui sont pour le oui. Il n'avait des interviews que des gens qui disaient oui. Il y avait une propagande sans précédent. Excuse-moi, je ris parce que nous avons vécu ça en France en 2005. C'était du matin au soir, absolument tous les médias, à l'exception du journal L'Humanité, mais tous les médias pour le oui, toutes les institutions pour le oui, depuis les églises en passant jusqu'à certains syndicats, tout le monde était pour le oui et le peuple français a voté non. Et bon, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une méfiance croissante parce que
Je pense que les Français, comme les autres peuples, sont en train d'avoir une éducation critique dans leur rapport aux médias. Ce que tu décris, par exemple, je le connais en France, des gens qui ne veulent plus regarder la télévision et qui ne se renseignent plus que par les réseaux sociaux. Ce qui pose un problème, parce que dans les réseaux sociaux, l'information n'est pas traitée d'une manière professionnelle, il y a un peu de tout. Mais au moins, on a le sentiment d'être libre. Parfois, ça c'est soulageant que l'information n'est pas traitée de manière professionnelle, parce qu'on a dans les médias des professionnels, non pas du journalisme, bien sûr, des professionnels dans d'autres domaines. Oui, bah, nous avons des tas de gens, nous aussi, qui ont la liberté d'être d'accord et qui peuvent faire des compliments à ceux avec qui ils sont d'accord. Mais c'est intéressant de voir que toutes nos sociétés sont en train de passer par un rapport à l'image et à l'information qui est assez critique. On a eu des moments incroyables, tu sais, pendant votre référendum, le dernier. Alors, les informations étaient folles. On disait, non, le référendum n'aura pas lieu parce que M. Tsipras va l'annuler. Alors ça durait une demi-journée, alors on m'appelait, qu'est-ce que vous pensez de l'annulation? Est-ce que vous voulez réagir? Alors bon, je disais non, je ne vais pas réagir, je ne sais pas si c'est vrai. En fait, c'était faux. Une autre fois, nous avons eu en circulation une information en France qui était « Monsieur Tsipras va appeler à voter oui ». Alors, si vous voulez, aussitôt, partout, c'était « Ah ben vous voyez, on ne peut pas faire autrement ». On vous a enterré 3 ou 4 fois. « Ah ben les Grecs ne peuvent pas faire autrement. Ah vous voyez bien qu'ils vont céder ». Alors bon, un jour, pour finir, Tsipras a cédé, mais pendant des mois, nous avons passé notre temps à devoir expliquer que pas du tout. Chaque fois qu'il y avait un sommet, tu vois, il disait « Ah ben ça y est, il a signé, il a cédé ». Alors il n'a rien cédé du tout, la discussion continue. Donc on a eu beaucoup de mal à avoir une information assez précise. Moi j'en avais une parce que j'appelais les copains et les camarades là-bas qui me disaient où on en était, mais eux-mêmes étaient stupéfaits de voir le nombre de mensonges qui circulaient, et on voyait bien que c'était pour nous conditionner. Hein, ils s'en fichent de ce qui se passe en grec. Ce qui les importe, c'est qu'aucun Français n'aille se dire qu'on pourrait faire comme les Grecs, c'était ça qui comptait. Et à la fin, c'était Alexis Tsipras qui a joué ce rôle de convaincre, d'essayer de convaincre les Français qu'on ne peut pas faire autrement. Et moi, je suis ici pour dire qu'on peut toujours faire autrement. Le fait que Tsipras a choisi de céder d'une telle manière et de violer un mandat aussi clair du peuple ne veut pas du tout dire que tous ces efforts à nous convaincre étaient des efforts justifiés. Je me souviens, Jean-Luc, de cette rumeur que le référendum va être retiré. Je dois te dire que j'avais aussi d'informations que le vice-président du gouvernement, M. Dragasakis, voulait qu'on annule le référendum, et c'est pourquoi j'ai dû faire une déclaration publique de la part de la présidence du Parlement en disant que le référendum est proclamé par le Parlement sous proposition du gouvernement. Le Parlement a décidé et cela ne peut pas être annulé. Parce qu'il y avait, j'avais cette impression durant cette semaine qu'il y avait des pressions pour annuler le référendum, puis il y avait des pressions pour changer la question du référendum, et j'ai encore dû dire que la question ne change pas. Oui, on a remarqué ton rôle de présidente du Parlement et l'importance qu'avait à ce moment-là le Parlement. Alors, bon, une des questions que je veux encore te poser, c'est sur la manière avec laquelle vous étiez organisé. Parce que... Ou désorganisé. Ah, tu vas nous le dire. Bon, de l'observation qu'on a de toutes les révolutions citoyennes dans le monde, en Amérique latine, dans le monde arabe, même si tout ça a connu des développements très différents, mais la Grèce, c'était le déclenchement de la révolution citoyenne en Europe. Enfin, on le pensait. À ce moment-là, elle n'est que ajournée, mais c'était le commencement. Dans toutes les situations d'Amérique latine, il y a eu une très forte articulation entre les mouvements populaires, la mobilisation populaire et l'exercice du pouvoir. Et quand vous avez lancé le référendum, on s'est dit, ils font pareil. Ils sont partis dans cette logique-là. C'était, on aurait dit, du Chavez, quoi. C'est-à-dire, il y a une situation difficile, pof, on fait un référendum, on en appelle au peuple, on se mobilise,
tout le monde fait de la politique, donne son avis, etc. Et je voudrais que si tu pouvais nous raconter comment vous étiez organisé, c'est-à-dire le gouvernement, la présidence, parce que c'était un poste central du dispositif à ce moment-là, le parti et les organisations du peuple. Hein. Parce que si mes souvenirs sont bons, il y a quand même eu une très forte mobilisation populaire dans toute la période qui a précédé la victoire de Syriza. Est-ce que ce mouvement était éteint? Comment vous travaillez avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous 2-3 choses qui nous permettent de comprendre si on y est arrivé, si on n'y est pas arrivé, pourquoi, et est-ce que ça a de l'importance? Jean-Luc, il faut que je te dise que le peuple était notre allié le plus fort. C'était vraiment le peuple qui tenait entre ses mains le pouvoir dans les négociations. De mon part... Pourquoi tu dis ça? Comment tu peux prouver ça? C'était le peuple qui a pu, depuis juillet, démontrer qu'il y avait de la résistance. Et c'était le peuple qui était prêt, pendant toute cette période, à lutter pour sa vie. Malheureusement, le gouvernement a choisi d'écarter le peuple. Parce que durant les négociations, il y avait très peu d'informations, même pour nous, même pour moi, très peu d'informations et un travail, je dirais, médiatique et de communication qui a rendu confus les gens. Les membres du Parlement ne savaient quoi dire à leurs concitoyens parce qu'on n'avait pas d'informations très concrètes. Moi, l'information que j'avais, j'ai constaté que ce n'était pas ni de l'information complète, ni de l'information précise. De ma part, j'ai essayé de conserver cette relation avec le peuple en faisant du Parlement un endroit de vraie activation populaire, je dirais. Donc j'ai ouvert le Parlement, on a fait des discussions avec des citoyens sur le racisme, sur les femmes de ménage du ministère des Finances qui étaient licenciées. J'ai même dit que le Parlement doit être un endroit où tout citoyen doit se sentir chez lui ou chez elle. Cela n'a pas plu, bien sûr, à beaucoup de gens. Je ne veux pas dire des gens normaux, mais je parle des intérêts qui s'activent, qui se mobilisent en Grèce pour qu'il n'y ait jamais une vraie force populaire qui contribue à la politique. J'ai également ouvert la procédure de créer un comité d'audit sur la dette grecque. Et là, j'ai incorporé les mouvements sociaux qui avaient ouvert cette question depuis 2011. Je me permets de t'interrompre parce que cette question de la commission que tu as créée, qui était un événement qui a dû glacer de peur tous les importants de toute l'Europe, parce qu'évidemment tu as donné un modèle de ce qu'on devra faire tous dans notre pays, ça a beaucoup retenu l'attention des observateurs politisés. Et là j'ai une question d'une personne qui s'appelle Thomas Siquades et qui dit « Je n'ai pas de webcam ni de téléphone à vidéo ». Bon, une seule question, qu'est devenue la commission parlementaire grecque sur la dette? Donc il faut d'abord que tu nous expliques cette commission, pourquoi elle a fait aussi peur et qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant, bien sûr. Parlons donc de la commission de vérité sur la dette. Ça s'appelait comme ça, commission de vérité sur la dette, d'accord. Ce n'est pas un hasard. La question de la vérité revient toujours quand on a une
activités criminelles contre un peuple. Et pour le peuple grec, ce qui lui est passé durant les 5 dernières années est vraiment un crime contre l'humanité. La population a été victimisée par une politique des mémorandums qui demandait que la population paye des dettes créées par ces gouvernements, des dettes qui n'avaient rien à faire avec des dépenses publiques, mais qui avaient plutôt beaucoup à faire avec des contrats de corruption, mais aussi avec une pratique de surendettement du pays par des taux d'intérêt énormes qui étaient conclus par les gouvernements durant 40 années. Le peuple a été en face du chantage des mémorandums qui disaient « il faut que vous payiez, c'est vous qui avez créé cette dette, vous avez vécu au-dessus de vos moyens et maintenant il faut payer ». La population elle-même, en sachant ce qu'elle vivait, en ayant une expérience très concrète de sa vie, savait qu'elle n'avait pas créé cette dette. Et donc, depuis 2011, il y a eu un mouvement social très, très actif pour effectuer un audit de la dette. Donc, pour savoir ce que représente cette dette, pour savoir pourquoi on nous demande maintenant à vivre à 200 €, par exemple, par mois, à lâcher tous nos droits d'emploi, à ne pas avoir de domicile, à ne pas pouvoir travailler dans nos pays, à privatiser, donc à vendre tout ce qui est propriété publique et à des prix très très bas, à accepter, admettre qu'il y a des gens qui travaillent par exemple pendant 15 heures et ne sont payés que 200 ou 300 €. Le peuple a voulu savoir et c'était son droit de savoir. Et c'était la raison d'un panique de la part des gouvernements et d'un panique aussi de la part des institutions qui s'impliquaient dans le système, dans le régime des mémorandums. Donc, de la part du FMI, de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, parce que eux aussi savaient que cette dette n'a pas été créée par le peuple. Ils savaient tous que la dette était le produit des politiques qui étaient conclues entre eux aussi et admises entre eux aussi, et que la solution pour la population grecque, ce n'était que un rejet de cette dette. Syriza, en tant que parti politique, avait promis de faire cet audit. Ça faisait partie de nos engagements électoraux. Quand je suis devenue présidente du Parlement, j'ai tout de suite annoncé qu'il y aurait des initiatives de la part du Parlement pour faire cet audit. Et en constatant que le Premier ministre n'allait pas prendre une telle initiative sur le plan gouvernemental, je lui ai dit que moi j'étais prête à prendre cette initiative sur le plan parlementaire, qui est d'ailleurs beaucoup plus légitimé bien sûr. Pour créer une telle commission. La commission a été créée en tant que commission spéciale du Parlement pour traiter
un sujet qui est hors des travaux ordinaires du Parlement. C'était une commission internationale, donc nous avons demandé à des experts et à des gens qui avaient beaucoup d'expérience sur les questions des dettes, des banques, des dépenses publiques, des droits de l'homme, de faire partie de notre commission. Il y avait des Français dans cette commission? Oui, il y avait des Français. Oui, il y avait Patrick Sorin et Michel Husson qui faisaient partie de notre comité. D'ailleurs, le français était entre les langues de travail de la commission. On avait le grec, le français et l'anglais, et parfois l'espagnol aussi. Le comité a issu 2 rapports. Son rapport préliminaire de juin a démontré que la dette grecque est illégitime, illégale, odieuse et insoutenable. Il a démontré que le fait que cette dette était insoutenable était à la connaissance du FMI et de la Commission européenne depuis 2010. Donc, ils ont décidé de cacher ce fait de l'insoutenabilité de la dette. C'est-à-dire, la Grèce ne pourra jamais rembourser cette dette, c'est impossible. Sauf si elle tue sa population. Oui, c'est une hypothèse. Ouais. Mais quand j'ai répété ça en France, et j'ai dit la dette de la Grèce ne sera jamais payée, celle de l'Espagne non plus, et la dette française non plus ne sera jamais payée. Il y a, tu sais, un moment de stupeur, parce qu'ils n'arrivent pas à croire que leur monde est un monde de papier, et que ce sont des sacrifices vains qui sont infligés au peuple. Parce que, est-ce que tu peux nous parler un instant, je me permets cette parenthèse. Tout à l'heure, tu as parlé des Grecs qui disaient « mais moi je sais très bien qu'on ne vit pas au-dessus de nos moyens, les pauvres gens chassés de chez eux ». Bon, tu peux nous dire un mot de ça? Parce que, tu sais, ici, il y a eu des commentaires absolument dégueulasses. Moi, j'allais à la radio, on me disait « mais monsieur Mélenchon, les Grecs, ils abusent, regardez, les fonctionnaires, ils vont faire le taxi à 4 h de l'après-midi ». Et ça a duré je ne sais combien de temps, cette histoire de fonctionnaire qui va faire le taxi à 4 h. Et un jour, j'ai dit, mais vous voulez aller faire le taxi, vous, à 4 h à Athènes, sous un soleil de plomb? Si les gens font ça, c'est parce qu'ils sont payés d'une manière qui ne leur permet pas de vivre. Enfin, c'est pour te dire qu'il y avait une ambiance dépréciative et injurieuse à l'égard des Grecs, paresseux, bon, jusqu'à ce que nous, on fasse la démonstration que c'est ceux qui travaillent le plus en Europe, et ainsi de suite. Mais est-ce que tu peux nous dire un mot de cette vie des gens? Parce qu'on nous a dit qu'il y avait beaucoup de suicides, une mortalité infantile qui a cru. Disons quelques mots pour que les gens comprennent que ce n'est pas de la froide politique ce dont on parle. Oui, il faut, à mon avis, il ne faudrait parler que de ça. Parce que ce qui se passe en Grèce, les 6 dernières années, c'est vraiment une crise humanitaire, et je n'exagère pas. Il y a, Jean-Luc, il y a des enfants qui s'évanouissent dans les écoles parce qu'ils n'ont rien mangé pour des journées et des journées. Il y a les écoles qui fonctionnent même sans du chauffage, sans des livres, sans des enseignants. Il y a un taux de chômage chez les jeunes hommes de 60%, et chez les jeunes femmes, comme je t'ai déjà dit, de 72%. On a 1 sur 2 enfants en Grèce qui vivent dans des conditions de misère, de pauvreté absolue, et 1 sur 2 pensionnaires aussi. On a eu une explosion de suicides qui sont dus à la crise. Il y a les lettres des gens qui se sont suicidés qui ne se réfèrent qu'à la crise et les conditions de vie qui leur sont insupportables. Parfois, on a des exemples du marchand de Venise qui demande à son débiteur une partie de sa chair pour être payé. Et
on a eu beaucoup de morts qui sont dues à des conditions de vie insupportables. On a des enfants qui se sont étouffés par des machines à chauffer qui sont faites par leurs parents, parce qu'il y a des ménages et des familles qui vivent sans du chauffage et sans de l'électricité pour des mois ou pour des années en Grèce. Et on a eu 200 300 000 entreprises de moyennes et petites qui sont fermées. Et on a une vraie vague d'émigration de la part des jeunes scientifiques, des jeunes gens en général, qui ne peuvent pas travailler dans leur pays. Donc c'est une atteinte à la population. Ce n'est pas on ne parle pas de désastre humanitaire dans le sens que ce sont des phénomènes naturels. Ce sont des politiques qui créent ce misère et ce sont des politiques calculées à créer cette misère pour subordonner les gens, pour leur enlever l'espoir et l'envie de vivre et les mettre dans une situation de subordination totale. Ça, c'est vraiment... Tu sais, il y a des mouvements en France, ici, qui organisent... D'abord, sur le modèle de ce que vous avez fait, il y a des associations qui ont organisé un audit de la dette. Nous avons aussi des mouvements organisés avec des Grecs de l'exil pour aider à la fourniture de médicaments dans les centres de soins spontanés qui ont été créés par les mouvements populaires. Et tous ceux de nos camarades qui y vont et reviennent sont absolument catastrophés de ce qu'ils ont vu. C'est une situation, comme tu le dis, je trouve que l'expression est très bien, de catastrophe humanitaire. Et personne n'imagine que c'est en train de se passer en ce moment même en Grèce. Tu sais, il n'y en a pas trace dans l'actualité politique. On ne dit pas, vous savez, en ce moment, vous êtes en train de martyriser un peuple tout entier, et ça continue. Juste, ils sont en train de se dire, ah, vous voyez, M. Tsipras a fait comme les autres, et donc vous autres, taisez-vous tous. Voilà, c'est vraiment ce qui se passe en Grèce continue à être une espèce d'épicentre de la catastrophe qui est la politique actuelle de la Grèce, de l'Union européenne. Moi, je le vois bien. Puis ils n'ont rien appris, hein. Zoé, ils n'ont pas changé d'avis, ils pensent toujours que ce qu'ils font est la meilleure solution, qu'on ne peut pas faire autrement. Et à mon avis, ils n'arrêteront pas avant que ce soit la catastrophe. Et justement, je me demandais comment on fait pour diriger une action populaire de masse quand la plupart des gens à qui tu parles ont faim, ont froid. Et aussi une autre chose qui m'a frappé, tu sais, c'est le moment où ils décident de couper les vivres. Alors, ils ont fait leur galop d'essai à Chypre. Et à l'époque, je pense qu'on a été une dizaine seulement à réagir en disant « Attention, ils sont en train de faire, comme on dit en français, un cahier de brouillon à Chypre. Ils font un essai pour voir comment ça peut marcher. » Et ils ont coupé la gorge à Chypre, puisque Chypre, tout le Parlement avait voté contre le mémorandum. Pas une seule voix, elle n'a pas réussi à acheter une personne. Et au bout de 10 jours de couper les vivres, terminé, le mémorandum a été adopté. Ici, nous, on les avait traités de salopards et on avait dit qu'un ministre français qui participait à ça était indigne. Et ensuite, c'est passé chez vous. Et on nous montrait à la télévision des gens qui faisaient la queue. Alors, c'était des images bidons, figure-toi, parce que c'était des journalistes qui s'étaient filmés entre eux. Mais quand même, il y a vraiment eu des gens qui sont restés sans argent. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous faites pour lutter quand tout le monde a peur et se demande ce qui va se passer le lendemain? Est-ce que vous arrivez à avoir une audience populaire ou est-ce que les gens te disent, écoutez, ça va, ça suffit, allez au diable, nous devons survivre? Jean-Luc, je vais être très très précise à ce que je veux te dire. Le peuple n'a pas eu peur. Le peuple a choisi entre le peur et l'espoir. Il a choisi l'espoir, il a choisi la bataille. Et les dirigeants de ce peuple, le gouvernement de ce peuple, n'avaient aucun droit de faire autrement. Bon, tu fais partie des gens qui ont lancé le
le processus plan B. Hein. Nous nous réunissons de toute l'Europe. Toi aussi d'ailleurs, oui. tu es l'instigateur, non? Un peu, oui, je participe, mais enfin c'est toi qui es la figure de proue, parce que, bon, on sait qu'on marche derrière toi, parce que tu as l'expérience concrète de cette lutte, et en particulier de la plus difficile de toutes les batailles, c'est commencer, gagner, on te retire le tapis sous le pied et tu continues le combat. Et nous avons absolument besoin de ça, tu sais, l'impact de la politique de Tsipras est terrifiant. Ce n'est pas qu'un problème grec, c'est aussi pour nous. Tout à fait. Parce que maintenant, le doute est venu sur nous. Donc toi, tu incarnes le fait qu'il n'y a pas de doute. La lutte a été, tu dis trahie, on va dire trahie, trompée, escamotée, enfumée, ce que tu veux en cours de lutte, mais en cours de la lutte. Mais ce n'est pas vrai que le peuple grec était prêt à renoncer, tu viens de nous le dire, c'est le contraire. Bon, je voudrais aborder, avant qu'on finisse, le sujet de cette conférence du plan B, parce qu'on a une question qui est par mail de Guillaume. Voilà ce qu'il demande, Guillaume. Il dit « Bonjour à tous. Ma question, en 3 parties. Compte tenu de 2 réalités, la nature et la forme de l'Union européenne, ainsi que la place de l'Allemagne et de la coalition majoritaire CDU-CSU alliée avec les socialistes en Allemagne, il ne faut pas l'oublier, comment envisagez-vous de vous dégager de l'ornière? Pour vous, quels sont les principaux freins à la reconquête de la souveraineté populaire? Quelles seraient les difficultés à surmonter pour vous réapproprier votre monnaie? Voilà. Tu réponds à ce que tu veux là-dedans. C'est une question qui mérite des réponses, parce que justement, on aperçoit une Union européenne qui se transforme à une zone de déprivation des droits, une zone de misère dans laquelle il y a ceux qui profitent et ceux qui expérimentent vraiment une impasse dans leur vie quotidienne. Notre ami Guillaume parle de la place de l'Allemagne. Moi, je voudrais bien parler des politiques menées par le gouvernement allemand, surtout par le fait que ce gouvernement refuse depuis 70 ans de rémunérer la Grèce pour les atrocités, pour les crimes contre l'humanité, pour le génocide et les crimes de guerre effectués durant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a un rapport du ministère des Finances grec qui calcule les réparations dues à la Grèce à une somme entre 280 et 340 milliards d'euros, donc plus que la dette publique grecque. Et on a un gouvernement qui refuse ces réparations qui sont liées à des crimes internationaux, un gouvernement qui refuse aussi de participer à le processus d'éclairer des grandes affaires de corruption qui concernent des entreprises allemandes comme Siemens, qui a corrompu les 2 partis qui ont gouverné la Grèce pendant 40 années, un gouvernement qui refuse finalement à d'autres gouvernements le droit de prendre des décisions souveraines pour leur peuple. Un gouvernement qui a assuré que les banques allemandes, tout comme les banques françaises, seraient sauvées. Elles ne seraient pas menacées par une coupure de la dette lorsqu'elles avaient dans leurs mains des titres grecs de dizaines de milliards d'euros. On a un gouvernement qui exige que les parlements d'autres pays, des pays souverains, ne prennent que des décisions qui sont conformes à des dictats de l'Eurogroupe, qui est d'ailleurs contrôlé par le
ministre des Finances allemand, M. Schäuble. Je dirais qu'on constate une politique qui ressemble beaucoup au totalitarisme historique qu'on connaît. C'est un totalitarisme par des moyens économiques et il y a une responsabilité de la part d'autres gouvernements et de la part des peuples et de leurs représentants de résister. On ne peut pas dire à nous-mêmes et on ne peut pas dire aux peuples européens qu'il n'y a pas moyen de résister à un totalitarisme économique alors qu'on a dans l'histoire européenne une résistance résonante à un totalitarisme qui était promu avec des armes et des atrocités. C'est une question de responsabilité historique et je pense que ce sont les citoyens, les peuples et aussi leurs représentants qui croient à la démocratie qui ont la responsabilité de résister et de ne pas permettre que cette politique transforme l'Union européenne et la vie des peuples européens à une énorme prison. Eh bien, écoute, on va dire, Zoé, que ce sera ton mot de la fin. Moi, je suis persuadé qu'on ne peut pas faire de politique progressiste, après ce que j'ai vu en Grèce. Hein. Avant, peut-être que je voyais les choses un peu différemment. Mais depuis l'événement grec, je pense qu'il est radicalement impossible de faire une politique progressiste, ou on va dire même simplement humaniste, hein, en Europe dans le cadre des traités budgétaires. On ne peut pas, parce que ce qui est attendu de nous, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est Shakespeare a raconté ça avant nous, c'est le marchand de Venise. Hein, et, il faudrait payer avec sa chair. Et tout à l'heure, quand on a parlé de la dette, je t'ai dit, bon, alors tu es d'accord pour dire qu'elle ne sera pas payée. Et tu m'as dit, ah non, elle peut être payée si on tue tout le monde. Bon, c'est une pour le moment, il faut dire que ce gouvernement cherche à tuer le comité sur la dette. Donc, il a supprimé les travaux du comité, supprimé les bureaux du comité. Et je pense que bientôt, il mettra du feu au rapport du comité. Donc, je te donne une copie du rapport. Merci. On va la garder précieusement avant qu'elle disparaisse. Si nous gagnons les élections, je dis nous, hein, en France, on fera aussi une commission d'enquête sur la dette parce qu'elle est énorme, monstrueuse, impayable et que ça ne sert à rien de faire semblant de croire qu'on va pouvoir la payer. Mais justement, moi je crois, comme tu l'as dit à la fin de ton propos, les peuples ont une responsabilité, c'est quand même eux qui font l'histoire. Bien sûr, ils ont des dirigeants qui les trahissent, qui les trompent, qui leur mentent, des médias qui les conditionnent pour les abrutir, mais ils sont quand même responsables de leur histoire. Et nous, les Français, nous avons une responsabilité, moi j'ai jamais cessé de le dire. C'est pour ça que j'ai pris tout de suite mes distances avec Tsipras quand il a signé. Hein. Je ne veux pas que qui que ce soit ici croie que nous avons cette tentation. Mais je reconnais, je vais dire à la décharge de Alexis, parce que j'ai du mal à le regarder comme un adversaire, pour des raisons que tu peux comprendre. C'est que la Grèce est 2% de l'économie européenne. C'est très dur quand on est un pays dévasté et à 2% de l'économie européenne de résister sans alliés. Aucun autre peuple n'a aidé les Grecs. Aucun. Les Français ont juste joué le gouvernement socialiste français, ou supposait-elle. Les peuples étaient prêts à aider. C'était les gouvernements qui n'ont pas aidé. Mais il y a eu une vague de solidarité dans les sociétés européennes qui allait se développer s'il n'y avait pas eu la capitulation. Là, j'en suis sûre. Oui, je pense que le fait que Tsipras ait cédé a démoralisé des tas de gens et a baissé le niveau de la lutte dans toute l'Europe. Ça, c'est un fait évident, quoi qu'on pense des raisons, des motivations de Tsipras. Mais nous, les Français, nous représentons 18% de l'économie de l'Union européenne.
Donc la situation n'est pas, le rapport de force n'est pas le même. Je pense que nous avons un très bon rapport de force, nous, parce que nous avons une très grosse dette. Et que si nous décidons de ne pas la payer, nous faisons sauter le système financier mondial. Donc je pense que tout le monde discutera avec nous plus facilement qu'avec d'autres. Et ils le feront de manière d'autant plus raisonnable qu'ils auront le sentiment qu'ils ont en face d'eux des gens absolument implacables et déterminés à dire quand on ne peut pas payer, on ne paye pas. Et s'il faut choisir entre l'euro et la souveraineté du peuple français, nous choisissons la souveraineté. Donc je préviens tous ceux qui peuvent nous écouter que ce numéro-là ne servira à rien avec moi. Essayer de me faire peur ne sert à rien. En tout cas, Zoé, on est content de t'avoir eu avec nous. C'est très important pour les gens de voir les visages de ceux qui résistent. Et ça montre que le courage est là, la volonté, elle existe. C'est pas vrai que parce qu'on a une responsabilité éminente, importante, des fois glorieuse, parce que être la présidente du Parlement grec, c'est pas une petite chose dans la vie d'un militant politique, et bien pour autant, ce n'est pas vrai qu'on est prêt à tout céder, tout trahir, renoncer à tout pour garder à tout prix le poste qu'on a reçu. Et ça, on en est très reconnaissant. Pour nous, c'est un point d'appui extraordinaire que ta personne et ton combat. Bon, là, nous sommes partis dans le plan B, nous voudrions marcher derrière toi, tu le sais, on va avoir la réunion ici à Paris, et puis après, il y en a une à Madrid, et on ira en Grèce dès qu'on pourra, dès qu'on trouvera les moyens de le faire. Merci Zoé d'avoir été avec nous, et bon, on est avec toi dans la suite de ce combat, puisque c'est le même que le nôtre. C'est moi qui vous remercie et te remercie Jean-Luc, non seulement pour tout ce que tu as fait pour les Français et pour la France, mais aussi pour ce que tu fais pour la Grèce et pour l'Europe. Parce qu'il faut savoir, les images de la Grèce d'aujourd'hui sont des images de la France de demain. C'est pourquoi il y en a qui veulent cacher ces images. Et c'est pourquoi il est très important de résister et d'avoir des personnes comme toi qui sont décidées à résister et qui ne confondent pas la démocratie avec le pouvoir. Bon, alors maintenant, c'est une autre rubrique. Ça s'appelle Coup de cœur. En fait, c'est juste fait pour que je puisse parler d'autre chose et faire un peu de pub à des gens qui se donnent du mal et qui font des belles choses. Alors là, le coup de cœur, c'est ça. Lip des héros ordinaires, c'est une lutte ouvrière en France parmi les plus fameuses que tous ceux qui sont nés après 1973 ne peuvent pas connaître. Ça fait quand même pas mal de monde. Dessinateurs et scénaristes, Laurent Galandon et Damien Vidal. Et ces gens-là, ils savent que Lip c'est à Besançon, et moi j'ai fait mes études à Besançon. Donc j'avais 22 ans. Et je voyais la classe ouvrière dans la rue. Il y avait plein de femmes qui luttaient chez Lip. Et déjà, la société était très machiste parce qu'on n'entendait parler que des hommes. Ils étaient bien aussi, hein. Mais c'est comme s'il n'y avait pas eu une femme. Et justement, le fil conducteur de ce récit, en bande dessinée, c'est une femme. Et ça raconte dans toute la complexité la vie d'une femme à cette époque. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à aujourd'hui. D'être à la fois la femme d'eux, la compagne d'eux, la maman d'eux, et une femme qui a sa propre idée sur la lutte, sur la manière d'y être. Donc c'est quelque chose d'humain. C'est pour ça que ça m'a plu. Et pas seulement parce que c'est ma ville d'études. Alors ils m'ont demandé de faire une préface. Donc je suis content parce que j'ai pu faire une préface sur un magnifique objet d'art qui est cette bande dessinée, où je raconte la difficulté qu'il y a à être un leader. Hein? Parce que, bon, nous, en France, on est très gaulois. Alors, dès qu'il y en a une tête qui dépasse, tout le monde râle, tout le monde critique, personne n'est content. C'est normal. Hein? Oh, c'est notre tempérament. Des fois, ça nous sauve, pas tant que ça, mais ça nous sauve. Et moi, je crois beaucoup à l'importance de ceux qui acceptent à un moment donné, tous les autres le poussent dans le dos et vous vous retrouvez devant, des fois, vous ne savez pas pourquoi. Là, dans cette lutte, c'était Piaget ou l'abbé Ragnès qui se sont retrouvés à marcher devant. Dans la lutte en Grèce, pour l'instant, on vient de voir, c'est Zoé, et ainsi de suite. Et comme ils étaient contents de ma préface, ils m'ont fait une fleur, quelque chose que je trouvais terriblement émouvant. J'étais pas au courant au départ, hein,
Mais je leur ai dit, ils me disent, oui, la grande manif. Oui, oui, je m'en rappelais très bien. Et moi, je dis, mais j'y étais, donc je sais très bien. Alors, à la page 135, ils ont fait une vignette des manifestants. Alors, vous avez des ouvriers, c'est des mineurs avec leurs casques. Là, il pleuvait, comme vache qui pisse, comme on dit ici. Il y avait le Larzac, il y avait toutes sortes de choses. Et puis, vous voyez, ils sont tous là. Et au milieu, ils ont mis une petite vignette et on voit le syndicat étudiant, dont j'étais le président. Et me voici. Tout est important dans la vie. Tous les engagements comptent. Tout à l'heure, Zoé a dit moi, je ne regrette rien. Alors, des philosophes plus contemporains diraient que on construit sa statue. C'est une image, hein. C'est-à-dire, on construit sa vie. On est maître de soi. On peut être maître de soi. Je ne dis pas que c'est facile tout le temps, mais on peut. En tout cas, on doit le vouloir. Et vous avez à choisir si vous êtes un mouton ou si vous ne l'êtes pas. Ou plus exactement, si vous êtes un mouton, vous serez tondu. Et si vous êtes un mouton noir et que vous courez vite, il y a une chance que non. Voilà, apprenez à être des héros, mes amis. Ça renouvelle l'humanité.